Eh bien, chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz pour cette émission intitulée Résistons. On en a chaque jour, évidemment, la pertinence de cette importance de résister. Aujourd'hui, malheureusement encore, promenade dans Brest, vu le beau temps qu'il faisait et beaucoup trop de masques. Pourtant, une manière simple de résister, simplement laisser ce masque de côté afin de ne pas participer à cette diffusion volontaire de la peur qui ne sert à rien d'autre qu'à préparer une vaccination certains voudraient bien rendre obligatoire, en tout cas obligatoire ou pas, compter sur les médias pour faire tout ce qu'il faut pour nous inciter à subir malgré nous cette vaccination pour tous ceux qui n'auront pas les moyens, hélas, d'avoir un libre arbitre alimenté par leur propre réflexion. Alors merci à vous pour cet accueil que vous avez fait, évidemment au scandale numéro 2 du livre du professeur Christian Péron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? On va extraire, comme on a commencé à le faire, à chaque émission, la partie qui concerne plus spécifiquement évidemment ce livre, un livre qui se vend merveilleusement bien. J'apprends que la plupart des librairies ne peuvent plus réapprévisionner dans les médias, donc ça c'est un très très bon signe. On a également passé en commande celui je ne pouvais pas les laisser mourir, et là on apprend que c'est une impression à la demande, donc pour ce qui concerne Brest, un délai de pas loin de 12 jours à 15 jours pour l'obtenir, mais qu'à cela ne tienne, on finira bien par l'avoir. Donc bonsoir Frédéric, bonsoir Aline, merci d'être parmi nous, bonsoir Mokfi-san, bonsoir Denis, Simonet, ça fait plaisir de savoir qu'on est nombreux maintenant à s'intéresser à ces sujets et à tâcher de faire notre possible pour essaimer nos informations, voire nos connaissances, puisque finalement on finit par connaître pas mal de choses à force de s'y intéresser. Et donc voici sous vos yeux le programme de ce soir. Vous l'avez là, première partie, petit traité de la connerie, histoire de nous mettre en selle, si je puis dire, Marilyn Vido. Ce soir, on a 3 sujets qui j'espère nous donneront le sourire. Le premier, the small was beautiful. Deuxième, l'URSSAF et les GAFA et moi, à la page 31 du fameux livre. Et puis, Vive les riches, on va voir ce qu'elle nous réserve sous ce titre. Dans la deuxième partie donc du livre de Christian Péron, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? On va aborder ce soir le scandale numéro 3. Le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme. Et ça, c'est à la page 41 pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir se procurer le livre à temps, et j'en fais partie, sinon nous n'aurions pas pu donner lieu à ces émissions. Et puis, évidemment, dans la troisième partie, c'est ce qui motive le titre de ces retransmissions, Résistons. Il y a une importante partie du livre consacrée au titre suivant, le jaune couleur de leader. Et ce soir, ça sera donc la suite avec 2 missives de Jean Lassalle consacrées à ce sujet. Au cœur du mouvement des Gilets jaunes, divisé pour mieux régner. Et puis on abordera ce soir s'unir pour le pire, première mondialisation. Alors évidemment, on a bien le droit d'être pas d'accord sur tout ce que dit monsieur Jean Lassalle, de le trouver trop dans le système, évidemment, en tant que membre de l'Assemblée. Mais pour l'instant, il semblerait que personne d'entre nous n'ait trouvé la solution absolue capable de motiver d'autres concitoyens pour le suivre. Et donc, évidemment, comme chacun
l'a bien compris sur les forums et dans les commentaires, il y a plein de donneurs de leçons, mais on aimerait bien que ceux qui donnent des leçons eh bien, ne délèguent pas à d'autres le soin de les appliquer, mais se mettent à la tâche eux-mêmes. Bonsoir Lulu, la Nantaise, grand plaisir à vous retrouver toutes et tous les uns et les autres. Bonsoir Philippe Leroux du Rond-Point 2.0, génial. Voilà, donc voyons voir ce que nous réserve... comment qu'elle s'appelle, Marilyn Vido, dans son livre Petit traité de la connerie. Je vais vous mettre tout de suite le livre sous le regard de la caméra. Et puis j'espère que ça va vous donner envie de le lire, parce que c'est un petit livre qui finalement récèle bien des évidences, avec un ton d'humour qui fait du bien. Vous voyez, Petit traité de la connerie. Alors je vous laisse regarder l'image, tout un programme à elle seule de Marilyn Vido. N'hésitez pas à commenter les amis, c'est comme ça qu'on est aussi ensemble et qu'on se partage nos réactions pour cette lecture active et interactive. Donc Small was beautiful. Avant le confinement de la crise sanitaire, les commerces de proximité et les petites entreprises avaient déjà tant de difficultés à survivre, et la tendance était qu'elles se fassent racheter par les plus gros, ou bien qu'elles ferment, et concomitamment qu'une grande enseigne s'installe en leurs lieux et places. Un plan de sauvegarde des petits commerces et commerces de proximité va certainement être engagé postérieurement au confinement, mais c'est un véritable drame du tissu local qui se joue là. La question restera, faut-il toujours appartenir à plus gros et croître inéluctablement? On déplorait déjà avoir perdu ces petits commerces, ces petites structures économiques qui perduraient de génération en génération, toujours avec les mêmes décors, avec la même organisation, avec les mêmes traditions, et qui avaient baissé le rideau, comme elles disent. Et ces fusions, acquisitions et autres rachats ou liquidations de sociétés qui nous dépossèdent toujours plus de notre pouvoir d'être nos propres employeurs, de tenir notre boutique, notre commerce, notre entreprise en toute autonomie. En remplacement, on nous proposait d'être des Uber travailleurs du point de vue du client et de l'usager. Quand on ne connaît plus le patron de l'entreprise, comment négocier un tarif, comment arranger des services, comment s'adapter à un tissu local et humain dans le sens de la réciprocité. N'est-ce pas de la connerie de supprimer ces lieux de proximité? Évidemment, à Brest, rue Boussingault, on déplore la fermeture d'un lieu fort sympathique où il faisait bon s'arrêter pour déguster avec les thés les plus divers toutes sortes de gâteaux que nous réservait cette jeune entrepreneuse de 23 ou 24 ans et qui a dû fermer boutique car si son commerce avait l'exigence d'être fermé par la loi, évidemment la loi n'avait rien prévu concernant les loyers fort élevés qu'il fallait continuer à payer. On a aussi le contre-exemple, et on en est fort content pour lui, du boulanger de Saint-Cadou dans le Finistère qui n'a pas connu lui la crise. On dresse aussi un petit coup de chapeau à ce restaurant bio et végétarien pour ceux qui veulent, rue Boussingault, toujours les Maraîchers. Rendez-lui visite, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment un super resto qui a réussi à traverser la crise. Le patron est fort sympathique et fera tout son possible pour que vous soyez le plus content possible de ce moment passé chez lui. Alors, deuxième source du petit traité de la connerie, vous voyez, c'est des petits paragraphes, des petits traits d'humour. Alors, l'URSSAF, les GAFA et moi. Oui, d'accord avec toi, bien triste tous ces commerces qu'on a vus fermer. Je ne vous cache pas que mon activité, j'ai perdu au bas mot entre 2 000 et 3 000 euros et il n'y a aucune chance que je les récupère. Donc, quelque part, la connerie des autres, quoi qu'ils en pensent et quoi qu'ils en disent, on l'a subi. Il est clair que si on avait été 1000 fois plus nombreux pour faire appel à la résistance face à ce confinement qui était tout sauf ce qu'il fallait faire, on se croirait revenu dans je ne sais quel siècle antérieur, eh bien, évidemment, on aurait
épargné bien des tragédies. Je ne reviens pas dans l'instant sur la condition des personnes âgées. J'en connais certains qui ont un mal fou après tout ce qu'on leur a fait subir, retrouver leur point de repère tout simplement. Alors, l'URSSAF, les GAFA et moi, est-il normal que lorsque l'on crée sa propre activité pour être à son compte, libre et autonome, la 3e année de création de l'entreprise, qui fait que l'on est encore une jeune entreprise, mais que l'on a déjà beaucoup travaillé, soit la plus dure à supporter financièrement en raison des charges URSSAF et préfigure le rythme auquel l'entreprise va être ponctionnée dans les années suivantes. Pendant ce temps, où sont les impôts des grands groupes, des nouvelles technologies GAFA et autres que le gouvernement français essaye timidement d'imposer, déclenchant presque une guerre commerciale avec les États-Unis. Voilà, petit traité de la connerie, Marilyn Vido, un autre thème qui appartient à ce petit traité. Et puis, 3e thème un peu plus fourni, eh bien, on va découvrir ce qu'il y a derrière ce titre, Vive les riches. Les gens riches seraient spontanément généreux avec les gens pauvres, c'est du moins ce que postule le libéralisme économique et que l'on nous a resservi il y a peu avec l'image comique du ruissellement. J'espère que ça vous fait rire plutôt jaune que rire tout court. Pourtant, qui connaît une personne qui paye des impôts pour la solidarité nationale et qui en est fière ou ne pense pas à l'éluder ? L'ensemble de ces personnes qui se plaignent de payer des impôts sans oublier que, s'il est agréable encore de vivre en France, c'est parce que la France jouit d'une certaine cohésion sociale, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas entre les différentes populations, entre riches et pauvres, une violence telle qu'on doive s'enfermer les uns les autres dans des ghettos, des établissements privés, craindre de parcourir certains quartiers, etc. Que les gens qui ne veulent pas de solidarité sociale aillent voir comment ça se passe aux États-Unis ou en Amérique latine et qu'ils se demandent si ce ne serait pas lié aux injustices sociales et au fait que les populations ne sont plus solidaires les unes des autres. On dit souvent qu'aux États-Unis, les gens, à la différence de la France, ne sont pas jaloux de la richesse. Il est vrai que la philosophie d'entreprendre y est bien différente, mais quelle violence quotidienne en contrepoint. Quand on gagne de l'argent, on a, n'en déplaise aux antisociaux, une responsabilité à l'égard du corps social et des moins chanceux ou même des moins travailleurs ou des moins protégés. Ceci dit, il y a aussi parmi ceux qui se plaignent de payer des impôts, des gens qui se plaignent d'entretenir le budget de fonctionnement de l'État et des gouvernants, plus que de contribuer au modèle social français de redistribution, soit qu'ils reprochent aux fonctionnaires leur statut privilégié et leur rémunération, soit qu'ils ne peuvent plus supporter les dépenses fastueuses faites au nom de l'État par les dignitaires français. Tout le monde a en tête cet épisode du renouvellement complet du mobilier ou de la vaisselle de l'Élysée. Il est vrai qu'on est loin d'un modèle de présidence à la Pepe Mujica, ancien président de l'Uruguay, qui vit si sobrement que l'on ne distingue pas son mode de vie du mode de vie du quidam, ou encore de ces pays du nord de l'Europe où le train de vie des responsables politiques est véritablement raisonnable et pondéré. Chez nous, les dirigeants aiment à concurrencer les rois du Moyen-Orient ou les dictateurs africains dans le luxe et les fameuses dorures de la République et prétendent de ne pas être assez rémunérés pour suivre les dépenses de leurs amis hommes d'affaires, d'où le fait qu'ils se font entretenir par eux et qu'ils entretiennent des relations privilégiées. Ben voyons. Nos hommes politiques sortis de l'ENA, vous comprenez, auraient pu faire de grandes carrières en tant que grands chefs d'entreprise, mais ils ont choisi par dévouement de faire de la politique. Ils sont les parents pauvres de la famille des énarques, alors nos impôts doivent servir à compenser leurs préjudices. C'est aussi cela la France et l'ENA. Placer les hommes et les femmes politiques à hauteur des chefs d'entreprise pour organiser les marchés et faire fortune par des circuits illégaux que nous avons commencé à apercevoir avec l'affaire des Panama Papers, mais aussi des emplois fictifs et du financement illégal des partis. Les dorures de la République, n'est-ce pas un peu une vaste connerie, supercherie ? Donc voilà pour cette sorte de mise en bouche du petit traité, extraite du petit traité de la connerie. On choisit de vous en lire, comme vous l'avez vu, 3 conneries par jour, n'est-ce pas ? Et puis comme ça, eh bien, on découvre les conneries une par une, dont la dernière s'appelait pour aujourd'hui « Vivre les riches ». Demain, on abordera « Mort aux pauvres »
hein, marre de payer pour les pauvres, on ne va pas tout vous dire, tous bourgeois, et l'électricité verte, on va en apprendre, je vous le promets, encore des vertes et des pas mûres, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, on arrive finalement au cœur de l'émission avec ce livre de Christian Péronne. Merci à lui et grand contentement en tout cas du succès qu'éprouve cet ouvrage. Je pense que vous avez remarqué sur la partie communautaire de la chaîne YouTube qu'il y a actuellement tout simplement deux pétitions qui circulent sur le site monopinion, je crois, .com, et que certains esprits taquins se sont amusés à comparer tout simplement le nombre de signatures. La première pétition, eh bien, c'est d'être contre le docteur Péronne, en le traitant de charlatan et bien plus encore, et en lui cherchant des noises, en essayant de convaincre ça y est, j'ai perdu le nom, l'ordre des médecins de l'exclure, et j'en passe. Et puis, évidemment, la deuxième pétition, c'est en soutien au Christian Péronne. Alors, les ordres de grandeur, c'est que la première, celle contre, recueillait environ 1450 suffrages, tandis que la deuxième caracolait, je crois, plus de 50 000 soutiens à l'heure où je suis allé voir dans la journée. Et on compte sur vous pour faire exploser les compteurs de cette pétition de soutien au livre du Christian Péronne, qui n'a qu'un seul inconvénient, c'est évidemment de dire la vérité. Et tous ceux qui savent à quel point les médias sont des instruments de propagande, eh bien, on découvre jour après jour que toute vérité n'est pas bonne à dire. Eh bien, à nous de changer la donne en contribuant à faire connaître cette vérité avec un bouquin, ma foi, fort documenté. J'en sais quelque chose quand je veux extraire donc de la présente, du présent live la partie consacrée à Christian Péronne, puisque je me fais une sorte de devoir. Vous voyez, alors pour cette partie 3 aujourd'hui, scandale numéro 3, le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme, donc à la page 41 du dit ouvrage. Et évidemment, ces choses ne sont pas racontées en l'air comme ça. Vous trouvez à la fin du livre eh bien, des notes chapitre par chapitre. Donc pour le scandale numéro 3, le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie. Vous voyez la première note, par exemple, il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. C'est ce que nous disait Yazdan Pana le 21 janvier 2020 sur France 5. Eh bien, le jeu consiste ensuite à aller vérifier comme on devrait tous le faire. C'est en bas de la page, voilà, c'est là que vous le voyez. Eh bien, chaque note, quoi. Et voyez, pour ce chapitre, ce scandale numéro 3, si on veut faire du bon travail, il va falloir passer en revue 26 notes. Vous voyez, la dernière, c'est le conseil scientifique est composé de 11 membres, tous internalement reconnus dans leur domaine d'expertise, nous dit le site internet de l'Élysée. On va voir qu'ils ont une drôle de conception de l'expertise. Alors, sans plus tarder, on va rejoindre évidemment ce troisième scandale. Le conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme, la création d'un conseil scientifique constitué de personnalités de haut niveau pour éclairer notre président. Voilà de quoi réjouir tous les Français. Nous allons passer en revue la démarche scientifique rigoureuse, l'anticipation et les prises de position rapides et limpides de ce conseil au travers de 3 déclarations officielles. La première: il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. La fameuse note 1 que je viens de vous citer. Et ça, on doit cette merveilleuse citation à Yazdan Pana. Deuxième affirmation, deuxième déclaration officielle. Les modèles suggèrent que cela peut être suffisant pour endiguer la première vague de l'épidémie. Ça, on le doit à Simon Cauchemez. Et puis la troisième déclaration officielle, le plan français contre les pandémies est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme le meilleur. Voyons, cocorico. Aujourd'hui, on arrive à s'appuyer sur cet outil. Ça, c'est Bruno Lina. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas, évidemment, pour faire peur aux Français et en même temps pour se disculper de toute responsabilité.
Alors, je redonne la parole à Christian Perron. Voilà, je pourrais m'arrêter là si nous vivions dans le meilleur des mondes, mais le conseil scientifique qu'Emmanuel Macron a réuni est composé des meilleurs. C'est bien ça, la théorie. Faut-il se priver pour autant d'aller plus loin? Car il y a tant d'autres choses amusantes à raconter sur ce conseil et tant d'autres personnes compétentes dans ce comité. Alors accrochez-vous parce que ça va être un défilé de personnages, évidemment, tous plus ahurissants les uns que les autres au sein d'un tel comité. Le visionnaire qui ne croit pas une seconde à l'épidémie fait bien sûr partie de ce prestigieux conseil scientifique. Mais avant ça, Yazdan Pana est directeur de l'Institut d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l'INSERM et chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Vu son curriculum vitae, il paraît évident qu'on est devant un médecin chevronné et respectable. On peut aussi affirmer, là non plus sans prendre trop de risques, que Yazdan Pana n'est en revanche pas des plus pressants. 9 jours avant cette sortie médiatique, la Chine annonce son premier mort du coronavirus. Admettons que le professeur Yazdan Pana ne soit pas alerté sur la menace qui se rapproche de Chine au début de l'année par ses collègues infectiologues français ou d'autres pays, que peut-être le virus va donc nous atteindre. Moi, je m'en inquiète déjà en tout cas, et beaucoup d'autres aussi, mais admettons. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'en plus d'être un grand médecin, Yazdan, je peux me permettre, on se connaît, est aussi expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé et que l'OMS demande à tous les pays, pour ne pas dire les supplie, de se préparer depuis déjà un bail. Sur son site le 12 janvier de l'OMS, donc, la Chine a communiqué la séquence génétique du nouveau coronavirus. Ceci est essentiel pour que d'autres pays puissent mettre au point des kits de diagnostic spécifiques. On verra qu'il y a une note 4. Je vous promets donc qu'on va faire un extrait de cette lecture d'aujourd'hui, eh bien cette note 4, elle va apparaître. J'ai, comme Yazdan, moi aussi été expert auprès de l'OMS pendant 9 ans jusqu'en 2016. S'il est bien une instance que les professeurs, tous les médecins d'ailleurs écoutent, c'est bien l'OMS. Et on lit absolument tout ce qu'ils écrivent. Donc, même si Yazdan ignorait en janvier que le coronavirus allait arriver en France, il savait du moins qu'il fallait s'y préparer. Un autre membre du Conseil a participé aux bonnes décisions prises ces derniers mois. Bruno Lina. Alors, dans l'émission qu'on va faire à part, je vais vous ramener, tâcher de vous trouver tous ces visages. Alors lui, il est virologue. Au CHU de Lyon, il dirige le Centre national de référence virus des infections respiratoires, dont la grippe. Laboratoire associé, retenez bien les noms, à l'Institut Pasteur. Bruno Lina, il dirige le Centre national de référence virus des infections respiratoires, laboratoire associé à l'Institut Pasteur. Un beau CV donc là aussi. On est donc devant un grand médecin, ce que je confirme, jusqu'à la crise du coronavirus où il croit entendre des lauriers de l'OMS à propos du système de santé français. Ah bon? L'OMS considère notre plan de pandémie comme le meilleur du monde? Parce que sur son site, cherchez vous-même, pas de traces de ça, pas à la télé non plus. Il y a bien des membres de l'organisation qui s'expriment régulièrement, mais plutôt pour dire ça. Si les pays détectent, dépistent, traitent, isolent, retracent les cas, on évitera une transmission communautaire. Alors bonsoir à tous celles et ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Rice, merci d'être parmi nous. Je crois que tout le monde a compris là que l'OMS s'agace que certains pays ne dépistent pas. Ils doivent ignorer qu'en France, on n'a même pas de masque. Tant mieux pour nous, sinon ça chaufferait encore plus. Quant à Bruno Lina, il est parfaitement satisfait par notre organisation sanitaire et il le dit volontiers. Et il le dit après que l'OMS a encore tapé du poing sur la table en se disant reconnaissante envers l'Iran, la Corée ou encore l'Italie pour les mesures prises. L'organisation ne serait-elle pas à sa façon en train de traiter les autres pays de cancres, dont la France? Chez nous, on ne dépiste pas. Chez nous, on n'est pas encore confiné, contrairement aux pays cités. L'OMS nous dit qu'on déraille sec. C'est dit poliment, mais je crois que le message est limpide. Ensuite, on pourrait parler du rôle de Bruno Lina au sein du Conseil, parce que chacun a un rôle dans ce groupe. Et lui, il est au cœur d'une stratégie fondamentale pour lutter contre le coronavirus. Et vous allez voir que là encore, il a été très actif.
Il est chargé de la stratégie qui consiste à repositionner les médicaments. Je traduis et je vais vite. Il doit trouver le remède au virus parmi les médicaments existants pour éviter des recherches longues et coûteuses. Longues parce que créer un médicament, ça prendra toujours plus de temps que de partir sur ce qui existe déjà. Coûteuse parce que la recherche, ce n'est pas une blouse blanche qui travaille dans son coin, mais l'alliance de beaucoup de bonne volonté. Des personnes qui font toutes sortes d'essais grâce à des machines toujours plus sophistiquées, dans plein de pipettes et d'éprouvettes sur plein de machines, jusqu'à trouver la bonne molécule. En résumé, un temps considérable, une main-d'œuvre qui vaut cher et du matériel souvent hors de prix. L'excellent Bruno Lina, lui, n'a ni trouvé ni proposé la molécule que tout le monde attend pour soigner du Covid-19. L'hydroxychloro quoi ? Pendant longtemps, il n'en parle pas, on se demande bien pourquoi. Ce médecin énergique ne répugne pas en revanche à s'éloigner chaque fois qu'il le faut du monde hospitalier pour porter la bonne parole. Après tout, il est membre d'une instance qui est censée sauver le pays. Il ne ménage donc pas ses efforts pendant la crise pour répondre aux sollicitations des journalistes. Pour ne citer que celle-ci, le 2 mars à France Info, le 11 mars à Euronews, le 19 mars il dégage suffisamment de temps pour répondre à la fois aux Parisiens et à France 3. Belle interview. Ensuite, on peut le lire dans Le Progrès, le voir sur BFM, LCI, bref, un peu partout. Même sur YouTube où il fait son tuto « Lutte contre le coronavirus ». C'est sûr que cette vidéo ne s'est pas bouclée à la première prise. Il y a du communicant là-dessous, du réalisateur et du décorum. On imagine qu'il a aussi le temps de suivre tous ces dossiers, de participer aux travaux du conseil scientifique et d'échanger des informations sur la situation avec les professeurs et les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Un dont les prises de parole dans les médias sont exemplaires, même emblématiques, c'est justement le président du fameux conseil, Jean-François Delfraissy. Comme le disait la pub Pantashop des années 80, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Pub, soit dit en passant, tiré d'un vers de Voltaire de 1770. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Cet homme pondéré diffuse des paroles rassurantes destinées aux Français, tout en expliquant en général dans la même phrase qu'il ne sait pas grand-chose. Mais il va lancer beaucoup d'études très scientifiques avec ses éminents collègues, suggérant que toutes ces décisions ont été mûrement réfléchies. Et que nous dit-il au cours de ces innombrables interviews à la télé ou dans la presse ? Eh bien, rien de plus. France Inter, 11 mars, sur la fermeture des écoles. Ça mériterait d'être mis sur la table, dit-il. Journal télévisé de France 2, le 18 mars, sur le thème du confinement. Le conseil scientifique mis en place pour éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au Covid-19 y réfléchit. Dans ce même journal télévisé, sur la question du traitement, il reste beaucoup d'inconnus scientifiques et de questions sociétales posées. Vous reconnaissez là l'art de beauté en touche. Dans le Figaro du 25 mars, sur le traitement de la crise dans les EHPAD, nous allons communiquer très prochainement sur la question. J'ai bien l'impression qu'on attend toujours, les amis. Toujours dans le Figaro, à la question « Comment protéger les personnes âgées et les plus vulnérables ?» Réponse « Je ne peux pas aller trop loin sur le sujet, nous communiquerons très prochainement. » Là aussi, j'ai bien peur qu'on attende toujours. « Comment concilier mesures sanitaires et rites funéraires ?» lui demande-t-on. Il répond « Nous soulignons le problème dans la vie, mais nous n'avons pas de réponse. » Super. Dans le journal Sud-Ouest, le 7 avril, sur l'après-confinement, « Nous réfléchissons aux stratégies de post-confinement, dit-il. » J'ai gardé le meilleur pour la fin. J'assume le fait qu'il y a un certain nombre de choses que je ne sais pas et où je ne peux pas donner de réponse. Il faut assumer le fait de dire qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Bravo. Rassurant ou pas de savoir qu'il est le président du conseil scientifique pendant la crise du Covid-19. J'enchaîne parce que c'est loin d'être fini. Dans le genre, je prends mes responsabilités, je n'élude rien, je suis droit dans mes bottes. On ne fait pas mieux que Jean-François Delfraissy. Lui-même prévenait d'ailleurs en 2016 les députés. Il venait d'être nommé à la tête du comité consultatif national d'éthique, qu'il était un cow-boy de la recherche. Un cow-boy de la recherche, Jean-François Delfraissy. Trouvez que ça lui va bien, les amis? N'hésitez pas à commenter. Maintenant qu'on a vu quelques exemples de la politique de son conseil,
On ne sait pas, on attend, on réfléchit ou on va y réfléchir. La preuve que le président du conseil scientifique, quand il parle, ce n'est jamais pour ne rien dire. Passons à une autre facette du personnage. Les personnes les plus âgées sont les plus fragiles quand elles sont touchées par ce virus, d'où les mesures pour protéger nos anciens d'une vision intergénérationnelle qui doit se mettre en place. Si c'est pas de la phrase, ça, merci. On ne savait pas que les personnes âgées étaient plus vulnérables. Du coup, on ne savait pas non plus qu'il fallait mettre des choses en place. Le 11 mars, le jour où il dit ça sur France Inter, 48 morts français, 2281 cas, tous âgés. On ignorait aussi d'ailleurs que la question essentielle, c'est le nombre de formes graves du coronavirus. Et puis concernant le confinement des maisons de retraite, la palisse lui-même n'aurait pas dit mieux que Jean-François Delfraissy, à savoir « il faut être intelligent, garder une forme d'isolement, mais ne pas non plus les isoler ». Je répète, il faut être intelligent, garder une forme d'isolement, mais ne pas non plus les isoler. Si vous ne reconnaissez pas là l'intelligence même, clôturons ce dossier du grand chef du conseil scientifique pour montrer que quand il prend la parole, c'est rarement rassurant. Je cite Jean-François Delfraissy. On est sans traitement, on est sans vaccin et on n'aura pas de vaccin avant 1 an. Ça, c'était le 12 février chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Est-ce que ce sera au printemps ou plus tard? J'ai tendance à penser que ce sera plus tard. Il parle là de la baisse de cas de coronavirus en France. Le 3 mars, chez Guillaume Durand, sur Radio Classique. On a un essai clinique qui démarre avec 2 molécules. On n'est absolument pas certain que ça marche. Sur France Inter, le 11 mars. Conclusion, au secours, a-t-on envie de crier à Emmanuel Macron, d'autant que Jean-François Delfraissy se plaît dans sa fonction. Il s'accroche. Je songe à me mettre en retrait du comité consultatif national d'éthique dont il est président par ailleurs, car je considère que là où je peux être le plus utile pour les 2 mois qui viennent, 3 points de suspension, c'est dans la réponse au Covid-19. Mais qu'est-ce qu'on a fait, on a envie de dire, pour avoir des Pékins pareils comme gens censés gérer cette crise? Constat, déclaration d'intention, espoir, on verra bien. Dans le même genre, au sein du fameux Conseil de l'Élysée, d'autres personnalités sont chargées de sauver le pays. Laetitia Atlani-Duo, par exemple, est, 3 points de suspension, anthropologue. Directrice scientifique de la fonction Maison des sciences de l'homme, elle est aussi responsable du pôle recherche du Collège d'études mondiales. Mon rôle est de réfléchir à l'impact sociétal des épidémies, d'expliquer ce qu'entend la société française de telle ou telle, ce qu'entend, c'est bien ça, la société française de telle ou telle décision, explique-t-elle au journal L'Opinion. En pleine crise du coronavirus, ne pourrait-on échanger une anthropologue contre un spécialiste des virus, un infectiologue, un immunologiste, un chercheur peut-être, parce qu'il ne me paraît pas indispensable là tout de suite de penser à l'impact sociétal avant tout, même si cette question sera capitale à étudier après la crise. Même réflexion concernant Daniel Benamouzig. Lui, il fait partie du conseil scientifique en qualité de sociologue. Il est également directeur de recherche chez NRS Sciences Po. Son job à lui, pendant le Covid-19, c'est d'évaluer les retombées économiques de la crise et ses conséquences sur le système de santé français. Là encore, je me permets de demander si c'est bien le moment de penser à ça. On ne peut pas avoir un expert des maladies tropicales à la place? En fait, avant de se demander ce que ça va coûter et comment on va s'en remettre, on pourrait déjà essayer de s'en sortir, non? Quant à Simon Cauchemez, épidémiologiste, spécialiste de la modélisation mathématique, il a toute sa légitimité. Lui, c'est l'optimiste de service, mais il a dû se mélanger les pinceaux dans ses équations mathématiques. C'est lui qui disait à propos des premières mesures du gouvernement pour lutter contre le virus qu'elles devaient être suffisantes pour endiguer la première vague de l'épidémie. Ça, c'est dans Le Monde du 15 avril 2020. On en était à 12 210 décès le 10 avril. On est là devant un visionnaire. Vous voyez, du 15 mars 2020 au 10 avril, 12 210 décès. Heureusement, il est rejoint par le dernier expert qui a fait son entrée au Conseil, Emril Hoang. En pleine crise sanitaire, on est très logiquement allé chercher un spécialiste de haut niveau en numérique pour sortir du tunnel.
Le professeur Franck Chauvin, professeur de santé publique et président du Haut Conseil de la santé publique, HCSP, raccroche aussi le groupe en cours de route. Il a un fait de gloire dans la lutte contre le coronavirus. C'est lui qui signe un avis du HCSP qui réserve l'hydroxychloroquine aux mourants, tout en déclarant au Canard enchaîné qu'une prescription aussi tardive de l'hydroxychloroquine n'a aucune utilité médicale. Déclaration consternante et avis stupéfiant du HCSP qu'Olivier Véran s'empressera de transformer en décret. Enfin de l'action, ça décoiffe, champagne, mais ce sont les malades qui vont trinquer. Bon allez, j'arrête de faire du mauvais esprit. L'équipe qui guide Emmanuel Macron a une renommée planétaire. Le conseil scientifique est composé de 11 membres, tous internationalement reconnus dans leur domaine d'expertise, peut-on lire sur le site de l'Élysée. Je me demande bien si Pierre-Louis Druet, médecin de ville à Port-Marly, est internationalement reconnu, mais bon, puisque l'Élysée le dit. Moi, je le connais parce qu'il travaillait dans ma fac comme professeur de médecine générale et qu'il a, avec ses collègues du CNGE, Conseil national des généralistes enseignants, eu la curieuse idée de supprimer les postes d'internes de médecine générale dans nos hôpitaux. Alors, flinguer le coronavirus, il devrait savoir faire. Ce que dit aussi le Palais, c'est que Didier Raoult est membre du Conseil. C'était le cas, c'est vrai, mais ça n'a duré que quelques jours, le temps qu'il s'énerve et claque la porte, et devienne l'ennemi numéro 1 du dit Conseil. Sur le site du président de la République, il figure encore sur la liste le 10 avril. Ce n'est pas bien grave que le site ne soit pas à jour, mais ce qu'il est, c'est qu'on nous annonce 11 membres au Conseil et qu'en fait, il n'y en a que 10. Était-ce vraiment le moment de se passer, quelles que soient les controverses qui l'entourent, d'un scientifique de ce niveau ? Autre question. Juste pour évoquer la rigueur de nos experts et leur capacité à montrer l'exemple et à guider le peuple. Palais de l'Élysée, jeudi 12 mars, Geneviève Chen, retenez bien ce nom, la directrice générale de Santé publique France, prend une photo de groupe sur son smartphone. Elle n'est pas bonne l'idée, tout le monde sans masque se sert comme dans le métro pour être dans le cadre. La photo existe et est facile à trouver sur internet. Je vous invite à me donner dans les commentaires, si possible, le lien de cette photo pour que je puisse la réintégrer dans le futur montage. Les consignes de distanciation ne sont du coup pas respectées. C'est déjà consternant, mais attendez la suite. Les 10 personnes présentes sur le cliché sont les membres du conseil scientifique. Cherchez l'erreur. Bon, cette fois, je le jure, j'arrête de me moquer. Pas besoin d'être expert pour se rendre compte que ce conseil est légèrement déconnecté de la réalité et peu adapté pour réagir à des situations d'urgence sanitaire. C'est peut-être pour ça que notre président nomme un second conseil, le CARE, comité ou le CAR, comité analyse, recherche et expertise. CAR, comité analyse, recherche et expertise. Personne n'a encore compris son rôle. Peu de gens suivent ses travaux. Personne ne sait ce qui a poussé le président à créer une structure supplémentaire qui s'ajoute à toutes les autres. Mais on a sorti une co-titulaire du prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, de son confinement et on l'a poussée devant les projecteurs du journal télévisé de TF1. Sa mission, voler justement au secours du président qui vient de prononcer un des nombreux discours qu'il nous inflige depuis le début de la crise. Mais avec CAR, on prend de la hauteur. Dommage que les Français, au vu des communiqués de ce mystérieux comité, ne s'en soient pas rendus compte. Pour conclure sur le conseil scientifique Covid-19, il faut noter que tous ses membres ont insisté au fil des semaines sur le fait qu'ils étaient totalement indépendants, donc crédibles. À ce stade, on a envie de poser la question qui fâche. Qui en doutait ? Alors, merci pour vos commentaires. Aline nous dit on ne peut plus justement, tout est son contraire. Partout les commerces sont fermés, c'est bien triste, pas vraiment les meilleurs en France vu le taux de létalité. Bien au contraire, tout à fait d'accord avec vos commentaires. Alors demain, hélas, parce que ça ne va pas s'arrêter là, tous ces scandales, il va falloir qu'on en supporte jour après jour 11, mais en étant mieux armés, eh bien, qui sait, peut-être arriverons, nous, à l'instar de ce que nous propose Jean-Jacques Crèvecoeur, à trouver les bonnes questions qui fâchent à poser. Le scandale numéro 4 pour demain, bien sûr. Aïe, 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 certains experts n'ont vraiment pas peur des conflits d'intérêts.
Et là, préparez-vous à hurler, préparez des traversins si vous avez peur de déranger tout l'immeuble. Bref, vous allez voir que, évidemment, on n'a aucun étonnement sur l'ampleur qu'a pris cette crise face à un niveau d'arrogance et d'incompétence qui ne peut s'expliquer qu'effectivement, sans doute, ce scandale est un des primordiaux par ces conflits d'intérêts, quand on n'est plus au service d'un peuple mais d'intérêts privés. Eh bien, j'espère que ça pourrait ouvrir les yeux de certains, mais on a encore de nombreuses raisons d'en douter. Alors, écoutez, j'espère que ça a été instructif pour vous comme pour moi jusqu'à présent. Et maintenant, nous allons aborder notre troisième partie. Je vous remets un petit peu sous les yeux notre sommaire pour que vous suiviez avec plus de facilité. Vous voyez, vous l'avez là. Donc, troisième partie, là, c'est Jean Lassalle. Je pense qu'on doit au moins lui donner le crédit d'un certain courage lorsque il a revêtu son gilet jaune à l'Assemblée nationale et que ça lui a valu quand même une amende de 1 500 €. Et il le raconte lui-même dans son livre. Certains ont souhaité le soutenir face à cette amende et il aurait récupéré 900 € en dons. Donc voilà un des épisodes du livre. Alors aujourd'hui, vous voyez, on avance dans ce livre tout de même. C'est de ce livre que je vous montre qu'on doit le titre de notre émission, vous l'avez sous les yeux, Résistons, Aurore au crépuscule, Résistons. Alors le format est un peu plus large que sur les autres livres, donc un petit réglage. Et puis, donc je vous remontre qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui. Eh bien, il y a une partie importante du livre qui est consacrée tout simplement au gilet jaune sous le titre « Le jaune couleur de leader ». Il nous reste 2 missives à lire pour ce thème, au cœur du mouvement des gilets jaunes et divisé pour mieux régner. Et puis on va aborder un thème, et pas des moindres, qui s'appelle « S'unir pour le pire » avec les premières mondialisations. Donc, retour au livre et on enchaîne donc avec Pierre Lassalle. Pierre Lassalle, non, c'est pas Pierre Lassalle, c'est Jean Lassalle, Aurore au crépuscule, Résistons. Aurore au crépuscule, Résistons. Alors, nous voici partis. Au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Chers compatriotes, alors c'est écrit à Paris. Vous continuez à ne pas comprendre ce que je fais dans ce que vous appelez la galère des Gilets jaunes. Vous estimez que je ne suis pas à ma place. Le rôle d'un député, me dites-vous, n'est pas de coller aux faits divers pour tenter d'en tirer profit et se faire valoir. Vous m'expliquez aussi que vous rencontrez de plus en plus de gens qui trouvent que l'histoire des Gilets jaunes n'a que trop duré et que, dites-vous, ça commence à bien faire. Les commerçants de Paris sont excédés, ils ne travaillent plus. Vous concluez sur le préjudice considérable que cette affaire coûte à notre économie et porte à l'image de notre pays à l'étranger. Je sens pointer votre agacement dans votre toute dernière phrase. D'ailleurs, toutes les télés disent la même chose. Ce désordre doit cesser. Les policiers de notre pays ont autre chose à faire que d'aller surveiller au risque de se faire blesser. Tous ces tirs au flanc que nous nourrissons avec nos impôts sont devenus violents et dangereux. Au cours des semaines qui suivirent, mon opinion n'a pas varié malgré les débordements au cœur de plusieurs grandes villes et une couverture médiatique visant à discréditer le mouvement. J'ai jugé de mon devoir d'observer de près ce mouvement pour en comprendre les ressorts. D'accord ou pas avec ce qui s'y déroulait, je voulais voir par moi-même. Et ça, c'est quand même tout à l'honneur de Jean Lassalle. Plusieurs samedis de suite, les forces de l'ordre m'ont empêché de me rendre sur les Champs-Élysées. Chaque tentative se déroula de manière technique. Je partais à pied de l'Assemblée nationale et me trouvais bloqué à l'entrée ou à la sortie du pont de la Concorde. Les fonctionnaires de police me répondaient toujours avec beaucoup d'égard, mais me disaient qu'il leur était impossible de me laisser passer. Tout en leur rappelant que je respectais leur mission, je leur signifiais qu'un député de la nation devait pouvoir se rendre sur chaque parcelle de notre territoire, quelles que soient les circonstances et les actes s'y déroulant. À chaque fois, mes interlocuteurs s'absentaient quelques minutes pour consulter leur hiérarchie à l'intérieur des bus. Pratiquement à chaque fois, des officiers vinrent à ma rencontre. « Ce sont les ordres, monsieur le député, nous n'avons absolument pas le droit de vous laisser passer. » L'un d'entre eux me confia même. « C'est plus explicite, c'est surtout pas de député Lassalle. » Il terminait en ajoutant « Cela peut varier selon les secteurs, allez donc voir un pont plus loin. »
Un pont plus loin, même situation, même réponse. L'un des samedis, je crus pouvoir expliquer publiquement mon cas. BFM TV et LCI m'appelaient à corps et à cri sur mon portable et sur celui de la militante m'accompagnant. Ils voulaient me recevoir pour un direct. Les deux m'envoyaient un taxi à 2 horaires différents. Les uns souhaitaient que je m'exprime à 11h, les autres à 12h45. Les points de rendez-vous furent clairement arrêtés. L'un des taxis n'arriva jamais. Quant à l'autre, il me conduisit dans un studio où manifestement on n'avait plus besoin de mon témoignage. Il me fut gentiment expliqué que la présentatrice avait pris beaucoup de retard sur le programme. Elle se bornerait donc à ne me poser qu'une question sur la manifestation du jour. 3 minutes plus tard, j'étais déjà dehors. Je me rendis successivement aux Invalides, au Champ de Mars et place de la République, lieu qui était officiellement recommandé aux manifestants. Je fus très chaleureusement accueilli partout. Au Champ de Mars comme ailleurs, des gilets jaunes me confiaient, tantôt en me murmurant à l'oreille, tantôt haut et fort, « Merci, monsieur le député, vous êtes le seul à nous comprendre réellement. Nous ne supportons plus d'être tenus à l'écart, nous sommes des Français comme les autres. » J'ai passé le week-end entier à Paris. Je pressentais un moment grave dû à l'absence de discernement du président et du gouvernement, accentué par la cascade de petites phrases aussi sottes qu'inutiles de plusieurs ministres. Le samedi 1er décembre fut la première journée de terribles affrontements. Une fois de plus, je n'avais pas réussi à pénétrer sur les champs. Quant à mon frère Julien, il s'y trouvait depuis la veille au soir, venu pour y vendre du fromage. Il avait disposé son stand là où on l'avait autorisé à le faire. Pour la première fois, des groupes restèrent à Paris le samedi soir, laissant présager une poursuite des affrontements le dimanche. C'est au cours de cette même nuit que mon frère m'appela vers 3h du matin. Je trouve cette nuit bizarre. Tout est calme, mais je vois des groupes d'hommes se déplacer furtivement. Il règne une ambiance pesante. Toutes les vitrines alentour sont barricadées. Je crains que demain ça tourne mal. Or, mon frère n'est pas de nature à tenir de tels propos à la légère. Il ne croyait pas si bien dire. Ce samedi 1er décembre fut apocalyptique. De violents affrontements eurent lieu tout le long des Champs-Élysées. Les faits les plus graves se déroulèrent à la hauteur de l'Arc de Triomphe, autour duquel les manifestants s'étaient massés et se retrouvèrent bloqués. L'Arc de Triomphe fut lui-même le théâtre de violents affrontements. L'ensemble du monument fut tagué et vandalisé, la partie musée saccagée. Le dimanche matin, vers 10h, je vis les véhicules de police et de gendarmerie commencer à quitter l'Assemblée. Tôt, le matin, je regardais la télévision et appris que le président de la République, revenu précipitamment du G20 de Buenos Aires, se rendrait sur les Champs-Élysées vers 11h pour procéder à un état des lieux. Tout au long de ce dimanche, je fus habité par ce sentiment que nous tutoyions le pire. Le lundi matin, 3 décembre, je fus réveillé à 5h par des sirènes hurlantes. J'ouvris ma fenêtre, dont la vue balaye le pont de la Concorde, et entrevis ce qui me sembla être un immense rassemblement d'ambulances. Ce sont leurs feux rouges arrière que je distinguais le plus nettement. Je me levai pour me rendre sur place. J'avais passé une partie de la nuit à échanger avec quelques leaders gilets jaunes. J'assistais ensuite à l'arrivée d'une multitude d'ambulances et de camions de secours qui prirent place sur ce pont. Quelques-uns de leurs occupants m'annoncèrent leur volonté d'occuper ce pont stratégique toute la journée. Une pluie fine tombait, je n'étais pas très couvert. Estimant qu'il n'allait rien se passer dans l'immédiat, je retournai au bureau pour y terminer ma nuit. Vers 9h30, je retournai sur les lieux. Le pont était entièrement bloqué par des véhicules de secours. C'est là que je fis la connaissance d'un ambulancier de Lozère, Christophe, dont je saisis tout de suite la fibre de leader. Il m'invita à l'intérieur d'un véhicule de secours pour m'associer à leur casse-croûte. Saucisson, jambon, pâté, fromage, un bon verre de vin. Il me fixa dans les yeux et me dit « Monsieur le député, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes ici, bien décidés, une fois pour toutes. Nous vivons une ibérisation accélérée de notre profession. Elle nous conduit tout droit à la catastrophe. Je veux vous parler de l'article 80 de loi de financement de la sécurité sociale. Il poursuivit. Ils permettent aux hôpitaux et cliniques privées, qui sont nos principaux clients, de choisir leur ambulance en procédant par appel d'offres, mettant ainsi en concurrence les toutes petites entreprises d'ambulance et de secours face à des mastodontes en voie de constitution. Je vous explique. Nous sommes actuellement 5500 petites et moyennes entreprises dans ce secteur. Nous avons 65 000 salariés. Si nous laissons faire, il n'y aura plus que 3 ou 4 grosses entreprises sous le contrôle de Veolia, Ulysse, une filiale de la SNCF. Imaginez-vous le nombre d'emplois qui vont être sacrifiés.
et la différence de prise en charge du patient qui se retrouvera entre des mains pressées d'en finir. Accablées de travail, elles ne disposeront plus du temps nécessaire à une prise en charge humaine. Nous sommes 2000 chefs d'entreprise de toute la France à avoir fait ce déplacement et à être présents sur ce pont, accompagnés de la plupart de nos collaborateurs, infirmiers, aides-soignants, chauffeurs. Le pire, c'est que vous, députés, vous allez voter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019 qui entérinera cette décision. Il faut à tout prix éviter cela. En sortant de l'ambulance, j'aperçus 2 de mes collègues de la France Insoumise, François Ruffin et Alexis Corbière. Nous nous saluâmes et nous accordant sur le fait que cette journée allait être mouvementée. Mon hôte nous entraîna, Alexis Corbière et moi, sur le pont. Les visages étaient fermés, la vision de tant d'ambulances et de voitures de secours prenait un caractère spectaculaire et surréaliste. Il me sembla que beaucoup de radios et télévisions étaient présentes. Certains journalistes bataillaient ferme pour ne pas se faire expulser des lieux. Mon guide lozérien reprit les explications. « Il faut que vous compreniez bien pourquoi nous sommes là. Madame Buzyn a catégoriquement refusé notre participation à une réunion organisée avec nos syndicats. Mais nous devons y participer. » Ils étaient à bout. Une fois de plus, la télévision russe fut la seule à m'interviewer. Je fus vite interrompu par mon ami de Lozère. « Monsieur Lassalle, venez vite. Il faut finir de traverser le pont en courant avant qu'il ne charge. » Un rideau de responsables s'était déployé à 5 mètres face aux forces de l'ordre, casques rabattus et boucliers en position de combat. Les haut-parleurs procédaient aux dernières sommations avant d'égrener le compte à rebours. J'eus l'idée de parcourir les 4 ou 5 mètres qui me séparaient des forces de l'ordre. Je sentis alors un petit souffle d'incompréhension chez mes amis ambulanciers. Ils ne souhaitaient pas d'affrontement. Le premier policier que j'abordais marqua un temps d'arrêt. Il regarda à droite, puis à gauche vers ses amis et leva son casque. Il enleva son gant et serra la main que je lui tendais, puis je saluai l'ensemble des hommes de première ligne. Progressivement, ils relevaient tous leurs casques. Je les trouvais bien jeunes. Ils étaient blêmes, le regard hagard. Ils n'avaient manifestement aucune envie de se battre. 2 d'entre eux, les officiers, s'approchèrent de moi. Ils m'expliquèrent qu'ils avaient reçu l'ordre de charger. Après les événements de la veille, on ne pouvait tolérer qu'un point aussi névralgique reste bloqué. Je me demandais à mes amis ambulanciers de s'approcher, puis m'adressais aux uns comme aux autres. Ce que nous allons vivre et ce que vous allez faire, bien contre votre gré, est grave et lourd de conséquences. La France aura du mal à comprendre. Voir s'affronter des policiers, gendarmes et des ambulanciers, les premiers chargés de protéger au quotidien les seconds chargés de secourir les premiers au moment où leur vie peut basculer. Voir se livrer un tel combat fratricide et sanglant, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas faire ça, ni les uns ni les autres, dans le contexte que nous venons de vivre ce week-end. Je gagnais du temps tandis qu'aux haut-parleurs répondaient des centaines de sirènes hurlantes. Le contexte était pour le moins anxiogène. Soudain, les haut-parleurs intimèrent aux forces de l'ordre « Repos ». Je restais longuement avec ces hommes qui fraternisaient. Mon tout nouvel ami lozérien s'avérait un formidable diplomate. Un homme de courage, doté d'une solide détermination. Il était midi quand le groupe commença à se disperser. Je retournai alors au bureau pour m'imprégner du texte dont nous devions débattre le soir même. Avant de les quitter, certains me rassurèrent. On vous rappelle si ça se complique de nouveau. Vers 14 heures, alors que je m'apprêtais à faire une courte sieste, le téléphone sonna. Le front s'était reconstitué et les premières escarmouches éclataient. Je repris mon exercice du matin qui fut plus compliqué car l'échange de coups avait commencé. J'entendis des policiers s'exclamer « Attention, attention, un député est là !» Progressivement, les coups cessèrent. Les ambulanciers allaient tenir le pont et la place toute la journée. À 17h, le débat battait son plein dans une assemblée nationale bunkérisée. J'y retrouvais les collègues de la France Insoumise. Ils montèrent vigoureusement au créneau contre l'adoption d'un budget qui entérinait la mise en concurrence de nos services ambulanciers. D'autres contestations se levèrent des groupes d'opposition. Pour ma part, je voulais insister sur l'impératif de calmer le jeu afin d'éviter le pire après ce week-end chaotique. Je ne fus jamais autorisé à prendre la parole. À 19h, l'Assemblée vota sans coup férir par 48 voix contre 32. Je me rendis immédiatement sur le pont où les ambulanciers faisaient mouvement. Une demi-heure avant le vote, la ministre de la Santé leur avait fait savoir que s'ils acceptaient de quitter le pont, elle les recevrait en délégation. Ils avaient obtempéré, croyant à un geste de bonne volonté.
J'appréciais l'ordre impeccable dans lequel s'organisait ce repli. Je mesurais le long cortège qui s'ébranlait, tandis que les forces de l'ordre prenaient position sur l'ensemble du pont libéré. Ils ne furent jamais reçus. Une demi-heure plus tard, j'entendis 2 violentes explosions. Retournant sur les lieux, je vis un nouveau flot d'ambulances. Furieux face à l'attitude de la ministre, ils avaient mis le feu à 2 de leurs véhicules. J'ai tenu à raconter par le détail ce week-end. Il a pesé lourd dans l'escalade de la violence. J'ai compris ce jour-là, surtout après le vote, que le président et le gouvernement avaient choisi la politique du pire, celle de la montée en puissance de l'affrontement qui finirait par discréditer le mouvement. Nous avons perdu là une belle occasion de commencer à réconcilier la France avec elle-même et de donner à ces événements une tournure radicalement différente. 3 ans auparavant, avec 2 collègues, j'avais tenté de m'interposer devant cette même Assemblée nationale. Le face-à-face opposait alors les maires ruraux de France aux forces de l'ordre, chargés de s'interposer entre eux et l'Assemblée nationale. Les élus, ceints de leurs écharpes tricolores et mains nues, se firent violemment matraquer. Cette séquence terrible ne fut reprise par aucun média. Enfin, le 15 octobre 2019, ce furent les pompiers qui subirent le même sort. Ne soyons pas angéliques. Les débordements actuels, l'immense détresse, le doute insidieux gagnant tant de ces hommes incarnant la République ne sont pas arrivés seuls ni par hasard. J'ai senti combien, dans leur majorité, les aspirations des Gilets jaunes et des forces de l'ordre étaient les mêmes. Ils ne voulaient pas s'affronter, mais exprimer leurs inquiétudes et leur colère. Parmi les forces de l'ordre, y compris les officiers, beaucoup se confiaient pour exprimer leurs doutes et leur malaise. Dans les très rares médias m'ayant invité, je rappelais sans cesse ce que ce mouvement disait. Il disait bien plus des conditions de vie et d'une majorité de Français que ce que nous, parlementaires, n'avions jamais su faire ou eu le courage d'exprimer. À cette même époque, j'écrivis à plusieurs reprises au président de la République pour lui suggérer de dépassionner la situation. Je l'exhortais à prendre immédiatement en compte quelques-unes des revendications telles que le référendum d'initiative citoyenne, RIC, et le vote blanc. Il fallait enfin voter cette loi que nous avions examinée à 2 ou 3 reprises sans qu'elle ne soit jamais soumise à nos suffrages. Reconnaître et comptabiliser les votes blancs ne coûtait pas 1 centime d'euro. Bien sûr, le prix à payer eût été de voir ce vote arriver largement en tête des scrutins à venir. Aussi suggérais-je au président de répondre positivement à la revendication du RIC. Nos citoyens ont soif d'engagement et de politique, d'une société meilleure, d'une démocratie digne de ce nom. D'autres rétorquent que le RIC est un outil antidémocratique, dangereux et inadapté à nos sociétés complexes. Ce postulat est classique et un des arguments contre le RIC. Le peuple est incompétent, hypnotisé par des populistes dangereux. Désinformé depuis des décades, il ignore pratiquement tout des grands enjeux de notre temps. Il irait forcément à l'encontre de l'intérêt général et des libertés. Les tenants de cet argument refusent d'admettre qu'une certaine radicalité effrayante découle du sentiment de ne pas avoir voix au chapitre. Quand personne ne nous écoute, on hurle, on manifeste et on se perd dans la violence aveugle. Cette radicalité est consubstantielle à la marginalisation hors du champ du débat public et de la prise de décision politique. Plus on laisse les gens réellement décider de leur avenir, plus ils se comportent de manière responsable et équilibrée. Réduire ce formidable élan populaire aux violences et à quelques profils extrémistes constitue non seulement un mensonge, mais aussi une trahison des élites. Rien n'a été laissé au hasard. On a traité les Gilets jaunes de boulangistes, fascistes, gauchistes violents, antisémites, racistes, manipulés et forcément dangereux. Toutes ces assignations maléfiques visaient à discréditer le mouvement, à en nier la dimension populaire et spontanée. Elles trahissaient la peur de nos élites. Chers compatriotes, je crains que nous n'arrivions pas à nous comprendre à propos du mouvement des Gilets jaunes. Ils furent les révélateurs d'un pouvoir aux abois. Ce moment de notre histoire est loin d'être terminé. Il montre à quel point nos sociétés ne sont pas prêtes à faire face à des situations pourtant déjà connues dans un contexte différent. Comment pouvons-nous rester aussi démunis devant une aspiration soudaine du peuple ? Nous nous révélons incapables d'en comprendre les ressorts, ne disposant pas des mots adaptés au dialogue et encore moins d'une méthode ou d'une volonté de médiatisation.
Est-ce la peur due à la méconnaissance du peuple français qui conduit à éviter le dialogue, à ne pas offrir de perspective pour sortir par le haut de cette situation ? La seule manière d'en finir avec ce mouvement était donc de l'abattre. Pour ce faire, on a une fois de plus déployé les vieilles ficelles de la répression violente et de la marginalisation des leaders. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors, vos commentaires, évidemment, avant de passer à la missive suivante, écrite également à Paris, qui s'appelle « Diviser pour mieux régner », toujours dans ce thème, le jaune couleur de leader, point d'interrogation. Alors, Gilles nous dit, ce sont les 11 membres du conseil scientifique du Covid-19. Alors, j'ai pris tout ça à l'envers. On va essayer de rejoindre ça dans l'ordre. Partout les commerces sont fermés, bien triste, on l'a dit effectivement, pas vraiment les meilleurs en France vu le taux de létalité, bien au contraire. Bonsoir bien sûr Rice, tout est son contraire. Geneviève, chaîne Santé publique France, jeudi 12 mars. Ce sont les 11 membres du conseil scientifique du Covid-19. Alors merci pour vos commentaires, n'hésitez pas évidemment à partager votre ressenti, ce que vous inspire cette ou ces lectures ou les informations que vous avez à votre disposition. Donc, merci à toutes celles et ceux qui sont avec nous, je continue. Diviser pour mieux régner. Donc toujours dans le jaune couleur de leader. C'est écrit à Paris. Chers compatriotes, une dernière lettre sur ce sujet. Vous l'avez compris, le système a eu raison des manifestations de ce mouvement sans avoir pris le soin de se pencher sur ses causes profondes et en faisant mine de les ignorer. C'est bien aussi pour cela, mon ami, que vous avez le sentiment d'être un Français à faune. Lorsque le fruit a été mûr, une campagne de propagande suffit à discréditer les gilets jaunes. Nous sommes devenus une société de la peur, du clivage et non plus du débat apaisé, où l'on accueille ensemble des points de vue quels qu'ils soient. Plus de confrontation, seulement une prise en considération des intérêts individuels que nous nous attachons à préserver dans un consensus mou, le plus souvent en distribuant des miettes de ci, de là, en arrondissant quelques angles. Qu'avons-nous retenu de tant d'expériences ? Qu'avons-nous appris ? Comment continuer à donner des leçons de morale et de conduite avec un bilan indigne de notre pays ? Selon les divers bilans établis, plus de 3000 blessés chez les manifestants et les policiers, plus d'une vingtaine d'éborgnés et 5 qui ont eu la main arrachée, des arrestations arbitraires, des violations du droit de manifester, une procédure pénale malmenée et une violence physique hallucinante. Il ne s'agit pas de dire que certains débordements violents ne devaient pas être réprimés, mais d'affirmer que l'ultra-violence, notamment l'usage du LBD, a participé d'une stratégie de terreur destinée à briser le mouvement. Là, on ne peut pas ne pas reconnaître à Jean Lassalle cette capacité d'être lucide et de dire les choses telles qu'elles sont. Savoir que l'on peut perdre la vie à un œil ou une main en allant exercer sa liberté constitutionnelle fait réfléchir les gens. Les morts et les blessés des Gilets jaunes ont été sacrifiés au nom du maintien d'un ordre injuste. L'histoire est là pour que nous la regardions en face et que nous nous en servions comme d'une richesse. Elle est utile pour comprendre les choix effectués, éviter de reproduire les erreurs, s'inspirer et adapter les solutions. Antiquitas et non vetustas. Bref, elle est là pour nous accompagner à faire de l'avenir quelque chose de meilleur. J'ai demandé qu'une commission d'enquête parlementaire soit constituée pour comprendre ce qui s'est passé et qui continue. Est-il besoin de dresser aussi sauvagement les manifestants, brusquement désignés comme des voyous, contre des policiers ? La lumière doit être faite sur ces événements. Le 16 novembre 2019, j'ai participé à la manifestation qui célébrait la première manifestation des Gilets jaunes. J'ai aussi participé à la plupart des manifestations contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, comme en 2018, l'immense majorité des manifestants et des forces de l'ordre n'ont aucune envie d'en découdre violemment. Pourtant, cela se produit selon un rite désormais immuable. Une dizaine d'individus surgissent, toujours habillés de noir, visage masqué ou grimés en noir. Ils sont connectés les uns aux autres par oreillettes et micros.
Ils sont aussi équipés que les forces de l'ordre. La moitié d'entre eux revêt des gilets jaunes et s'en prend violemment aux policiers. Les autres, tout de noir vêtus, attaquent avec la même virulence un groupe de gilets jaunes. 30 secondes après, la rue est devenue champ de bataille. Je souhaite que cette commission d'enquête permette d'établir qui sont ces 300 Black Blocs, qui les équipe, comment arrivent-ils parfois en portant une immense oriflamme noire pour être certain de ne pas passer inaperçu au cœur de la manifestation. J'ai demandé à de hauts gradés de la police et de la gendarmerie qui les voyaient défiler en cortège comment et pourquoi ils étaient toujours là. Ils m'ont répondu « Nous les avons contrôlés à l'entrée du périmètre selon les instructions reçues, ils sont tous en règle ». J'éprouve trop de respect pour la parole de ces hommes d'honneur pour la mettre en doute. Mais alors comment se fait-il que depuis bientôt 1 an et demi, ces individus continuent à disposer de papiers en règle à l'entrée de ces manifestations ? Cette question est à mes yeux la seule qui vaille pour évoquer les dérapages systématiques de ces rassemblements. Chacun sait qu'ils mettent non seulement en danger le droit de manifester, mais aussi la volonté d'y participer. Il m'arrive très souvent d'être chaleureusement accueilli par l'ensemble des manifestants et des personnes présentes. Il s'agit de gilets jaunes, de militants de la CGT, de passants ou de manifestants d'un jour, de policiers et gendarmes, gradés et non gradés. Le plus grand nombre d'entre eux me demandent alors des selfies. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être abordé par des petits groupes de ces hommes en noir, le visage entièrement masqué. Je les ai toujours interrompus dans leur élan, refusant toujours de me faire photographier avec des personnes dont on ne peut identifier le visage. Certains l'ont accepté de bonne grâce, d'autres insistaient plus fermement, m'accusant de faire de la discrimination. Ce à quoi je répondais systématiquement « Pourquoi n'enlevez-vous pas votre masque ? Qu'avez-vous donc à cacher ? Y a-t-il quelque chose que vous craignez ?» Les mois passant, il n'est plus resté de gilets jaunes que ceux qui n'avaient plus rien à perdre. C'en était fini de la cause. Le constat puis la suggestion sont venus de tous les plateaux TV simultanément. Mais pourquoi n'ont-ils pas de leader ? Il faudrait qu'ils élaborent des propositions politiques, qu'ils se présentent aux élections européennes. Comment des hommes venus exprimer leur volonté de changement et leur désespoir dans une démarche révolutionnaire peuvent-ils s'improviser philosophes, constitutionnalistes avertis et candidats aux élections dans la foulée ? A-t-on demandé aux révolutionnaires de 1789 d'être tout cela à la fois et tout de suite ? Le traquenard a encore fonctionné avec l'arrivée des élections européennes. D'abord sur le fait de se présenter ou pas, puis sur diverses listes, avant d'être réduit à quelques dizaines d'unités. On ne peut s'empêcher de se rappeler ce célèbre slogan de mai 68. « Élection, piège à con ». Le président avait enfin l'horizon dégagé. Il put mettre en œuvre son grand débat national. Débarrassé de toute opposition, il a construit à sa guise, bien avant le début de sa campagne, le résultat des élections. Quelques voix derrière Marine Le Pen, mais si loin devant tous les autres. Il a usé de l'argument déjà exploité pendant les présidentielles, être le seul rempart face à l'obscurantisme populiste. Seul ombre au tableau, sur 47,1 millions d'électeurs inscrits, sa liste a recueilli 5 millions de suffrages exprimés, ce qui représente à peine un peu plus de 10% du corps électoral. Même score avec quelques décimales de plus pour le Front National. Chers compatriotes, je l'ai dit un peu différemment dans mon dernier courrier et je ne peux m'empêcher de le redire aujourd'hui. La volonté d'anéantir le mouvement des Gilets jaunes et le résultat en trompe-l'œil des Européennes ne peuvent balayer une évidence. Quelque chose de nouveau et de puissant est né. Les Gilets jaunes ont impliqué trop de gens avec trop d'intensité pour ne pas polliniser en profondeur la vie politique française et l'engagement de nos concitoyens. Ceci ne restera pas sans lendemain. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors je partage ton enthousiasme, Gilles. Force et honneur, nous dit Gilles à Jean Lassalle. Ah où ? Il faut quand même reconnaître que tout ça est dit dans ce livre. Je pense qu'il faut aussi savoir parfois raison garder sans langue de bois. Et c'est vraiment à l'actif de Jean Lassalle. Alors merci à lui, voilà, quel que soit ce qu'on en pense. Je continue quand même à penser que
même si certains veulent le voir dans le système, j'ai l'impression que si avec des députés comme ça, on serait quand même dans une autre ambiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est important de ne pas mettre tous les gens dans le même panier, mais même quand on est, et ça je peux bien le comprendre, absolument excédé de ce système, effectivement. Mais encore une fois, si quelqu'un a la clé absolue pour en sortir, qu'il en fasse la preuve, hein, non pas qu'il nous la dise, parce qu'on n'est pas les exécutants de ceux qui ont plein de bonnes idées, mais qui ne vont pas forcément agir pour les mettre en action. Alors, vous voyez, on va aborder s'unir pour le pire. Et vous allez voir que résistons, aurore au crépuscule, hein, c'est le titre du livre. Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse reprocher à Jean Lassalle, dans son livre, d'avoir démérité. Hein, vous voyez, là, je suis sur le programme du jour. Hein, s'unir pour le pire, ce qu'on va aborder, c'est la question des premières mondialisations. C'est tout de même un homme bien clairvoyant, et si évidemment il pouvait être plus nombreux à l'Assemblée, quel bonheur ce serait pour l'ensemble des citoyens. Vous voyez, il a quand même dit, je pense très clairement, le fait qu'il était favorable au RIC, ça n'est pas rien, au vote blanc. Voilà, bonsoir Dominique, merci de nous rejoindre. Je tiens à manifester que tes graines poussent bien. Elles ont eu un petit coup de chaud, je ne sais plus quand, avant-hier, mais heureusement, après les avoir bien irriguées, elles sont reparties de plus belle. Et cette fois, on a pris nos précautions pour que le goutte à goutte qui les arrose chaque jour veille dessus. Alors, je crois qu'on va être amené à en distribuer à notre tour, parce que ça va faire vraiment un super plateau bien verdoyant de cette Artémisia, n'est-ce pas, qui a toutes sortes de vertus. Alors, s'unir pour le pire, première mondialisation. C'est écrit à Paris, chers compatriotes, et ça sera notre dernière missive pour aujourd'hui. Vous voyez, on en est déjà à 1h11 d'émission, un peu plus longue donc que les autres. Il faut dire qu'il y avait une lettre bien fournie à l'adresse des Gilets jaunes, et encore une fois, merci à Jean Lassalle. On aurait souhaité que chaque député prenne autant à cœur que lui ses revendications, ce mouvement, et puis à cœur surtout la paix sociale, ce qu'on n'a pas du tout pu observer. Alors, les nouvelles c'est bien, mais on voudrait te partager surtout une photo. Je l'ai peut-être d'ailleurs dans mon portable, là, mais j'ai pas pris le temps de tout transférer. Alors, première mondialisation, chers compatriotes, et si nous parlions des raisons profondes de ce transfert de pouvoir, si nous évoquions ce transfert de souveraineté que vous jugez coupable de vous priver de vos droits citoyens dans une démocratie avancée, ce transfert de pouvoir de vos élus vers quelque chose que vous ne savez pas désigner, parce que je le sais, mon ami, vous détestez être traité de complotiste. Vous voyez qu'à sa manière, à mon avis, il va nous en parler de ce gouvernement profond, hein, donc c'est quand même quelque chose. Je me sens obligé de remonter un peu dans le temps pour expliquer les fondements de cette perte de souveraineté et de démocratie, les fondements de la dissolution de notre État, de notre République ensuite, dans un tout sans contour défini. Les motivations qui ont transformé des citoyens responsables en consommateurs irresponsables. Dans la continuité de deux mondialisations successives, celle des grandes conquêtes, celle de l'industrialisation, il s'est produit un basculement du monde. Un phénomène nouveau nous plonge dans une situation inédite. Le monde est emporté sous nos yeux par une spéculation financière devenue folle et sans contre-pouvoir. Ce phénomène sans précédent est difficile à comprendre et à cerner. Depuis une centaine d'années, alors qu'il était déjà en mouvement, il s'est brutalement accéléré. Il est devenu incontrôlable et personne ne peut plus échapper à ses tentacules. Chaque jour qui passe accentue le mouvement de strangulation et de déshumanisation. C'est le retour à l'état primitif, grégaire, où le puissant écrase le faible. L'humanité a connu des moments heureux lorsque, mue par un même élan, elle a eu la conviction de travailler à l'amélioration des conditions de vie et de l'avenir des générations futures, œuvrant ainsi au progrès de l'homme pour l'homme. Ces phases de prospérité ont toujours été interrompues plus ou moins rapidement.
Soudain, l'homme se perd et prend peur. L'autre qu'il était heureux de côtoyer la veille lui semble aujourd'hui différent, suspecte. Sa présence lui devient insupportable. L'histoire de l'homme l'a tant et tant de fois confronté au sublime faisant place à l'indicible. Il a alors eu si souvent le sentiment et la peur que les victoires écrasantes d'aujourd'hui annoncent les violentes revanches de demain. Lors de la première mondialisation, il y a plus de 5 siècles, Magellan, Christophe Colomb, Vasco de Gama et d'autres redécouvrent l'Inde et les Amériques grâce à de modestes embarcations affrétées par les rois. Ils étaient portés par leur volonté d'améliorer la connaissance du monde, de découvrir de nouvelles ressources et des routes maritimes permettant de contourner l'Empire ottoman. Ce sont des montagnes de richesses qu'eux et leurs successeurs rapporteront de ces lointains territoires. Ce brusque et inégalé afflux place le vieux continent dans une situation nouvelle. Les rois, dans l'ensemble soucieux du bien-être de leurs sujets, y voient une formidable opportunité d'améliorer leur sort. Mais le bénéfice de cette noble aspiration sera accaparé par un très petit nombre de mains expertes. Cette minorité entreprend de le faire fructifier et d'en accentuer la puissance à son profit. C'est l'un des points de départ de ce que l'on appellera plus tard le capitalisme. Cet afflux de richesses ranime les instincts primaires d'individus soudain devenus richissimes. Ils entreprennent alors de se défaire du souverain et de l'ordre établi, propageant disettes, famines et épidémies. Les monarques et avec eux le symbole de l'État seront lentement remis en cause. Le facteur temps est encore long, mais le mouvement est engagé. C'est dans ce nouveau contexte de paupérisation et d'insupportables inégalités que les révolutions s'installent. À ces troubles internes s'ajoute une féroce compétition pour la conquête de nouveaux territoires. D'abord entre l'Espagne et le Portugal. Elle donne lieu au partage du monde par les traités de Tordesillas 1494. Cet événement est un basculement majeur de l'ère de la découverte vers la colonisation et l'expansion du capitalisme naissant. Les États européens ne se contentent plus du seul commerce. Ils s'engagent dans la conquête et l'administration de nouveaux territoires. À partir du XVIIIe siècle, Français et Anglais imposent leur rivalité dans la conquête de nouvelles colonies. La Terre est définitivement ronde, ses continents et peuplades désormais connus et situés à leur place. Les derniers venus ont payé très cher la chance d'avoir été découverts. L'histoire bégaye et une minorité s'approprie à nouveau les richesses sous couvert de missions civilisatrices. À l'avant-garde des nations, ces nouvelles puissances financières découvrent qu'elles détiennent des moyens de domination sans partage. Elles savent déjà qu'elles sont en mesure d'organiser de féroces luttes de pouvoir pour l'avenir. Cette phase de mondialisation donne le jour à l'industrialisation et au commerce planétaire. Elle ouvre à chaque puissance un marché toujours plus grand et de nouveaux débouchés. Pour faciliter ces échanges, les systèmes économiques doivent être le plus libérés possible des institutions pour permettre le juste prix des biens et des services. C'est la théorie de la main invisible. Retenez bien le mot, de la main invisible. L'avènement du libéralisme est officiellement acté. Il est soutenu par la théorie du ruissellement. L'enrichissement des États et des élites contribuera à celui de l'ensemble de la population. Je vous rappelle qu'en début d'émission, on avait un morceau du livre Le petit traité de la connerie intitulé « Vive les riches ». Et on parlait également de ruissellement. Donc vous voyez en quoi ces deux ouvrages se répondent sur ce sujet. Donc l'avènement du libéralisme est officiellement acté, il est soutenu par la théorie du ruissellement, à savoir l'enrichissement des États et des élites contribuera à celui de l'ensemble de la population. Évidemment, on attend toujours. La plupart des puissances occidentales, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Portugal, se lancent dans cette colonisation effrénée. France et Angleterre se partagent l'Afrique et tracent au cordeau les frontières de leurs nouveaux territoires qui deviennent de nouveaux lieux de prédation et de consommation. De nouvelles richesses affluent vers l'Occident. Elles permettent d'octroyer quelques avantages sociaux aux classes laborieuses paupérisées par l'industrialisation galopante. Cette prospérité matérielle ne correspond pas à une réelle production, mais à de grossiers mécanismes de prédation. Retenez bien ces mots, prédation. Il faut vite industrialiser, trouver les moyens de produire, d'assujettir l'homme à son désir dans ce qu'il y a de plus vain. Posséder pour posséder, bestialiser à nouveau, l'homme tourneboulet.
Dans un tel flux d'échanges, celui-ci commence à réaliser qu'il perd tout ce qu'il avait acquis. Ce sont toujours les mêmes mains à la manœuvre qui contrôlent, avec le charbon, l'ensemble de la production humaine de cette époque. Le malheur de la multitude se fait obscène. Le profit de la minorité n'a plus de limite. Elle sait déjà que la manière de réguler cette nouvelle situation passera inévitablement par une saignée sans égale dans l'histoire de l'humanité. Il ne restera plus qu'à organiser les luttes pour les prises de pouvoir génératrices de tant de profits nouveaux pour les uns, d'incommensurables malheurs pour les autres. Non seulement ce système est devenu bestial, mais il est désormais capable d'anticiper la déshumanisation à l'échelle planétaire. L'humanité, pour sa part, veut recommencer à croire aux forces de l'esprit, aux bienfaits du progrès engendré par de véritables innovations et découvertes, notamment en matière de santé. Elle n'imagine pas les terribles cataclysmes qu'engendrera l'homme cupide qui se moque bien de savoir si l'homme consommateur aura les moyens d'assouvir les désirs illusoires qu'il lui suggère. La deuxième mondialisation, au XIXe siècle, se caractérise par l'industrialisation croissante. Les campagnes se vident peu à peu. De nombreuses familles s'installent en ville. Elles devront faire face à des conditions de travail et de vie précaires. En France, certains patrons tentent une vision alors moderne de l'entreprise avec le paternalisme et un capitalisme conservant une dimension sociale. C'est notamment le cas d'entreprises comme Michelin, Peugeot ou Meunier qui investissent une partie de leurs bénéfices dans le bien-être de leurs employés. C'est la démarche de responsabilité sociétale des entreprises RSE avant l'heure. D'immenses fortunes s'accumulent. Rapidement, le gigantisme submerge tout ou presque. L'Amérique construit ses premiers buildings sur les milliers de cadavres encore chauds de l'exploitation des hommes et des populations autochtones. C'est l'époque où les chemins de fer déchirent les Amériques et l'Europe jusque dans leurs tréfonds. L'homme s'élève dans les airs, il construit des bateaux capables d'accueillir des villes entières. Les ondes courtes et longues lui permettent de communiquer à travers toute la planète. Cette époque générera de réels progrès et des avancées irrésistibles au profit de l'homme. Puis viendra la découverte de ce liquide de couleur indéfinissable et d'aspect noirâtre, dont on imagine bientôt qu'il recouvre toute la planète jusque quelques centimètres au-dessous du sol. Le prédateur sait déjà que ce dernier supplantera le charbon et sera le seul à fournir l'énergie nécessaire pour faire avancer trains, paquebots et usines de l'ère moderne. Aux États-Unis, l'alcool est produit jour et nuit, vite relayé par la drogue lors de la Prohibition. Une fois encore, une minorité sans scrupules et ayant perdu toute notion d'humanité se retrouve à la tête de l'ensemble de richesses dont elle peut organiser l'agencement à sa guise. Le gouvernement fédéral des États-Unis perd progressivement le contrôle de ces changements. Un peu partout dans le monde occidental, à des échelles et à des niveaux différents, la privatisation des moyens productifs générant un empire financier et bientôt spéculatif s'installe. Les puissants prennent en otage puis amorcent une privatisation des patrimoines nationaux. L'idée même que l'homme se fait encore de lui-même est submergée par une situation à nouveau inédite dans l'histoire. Le matérialisme et les puissances financières prennent à nouveau le dessus. Rien ni personne ne sera en mesure de les arrêter. L'histoire des hommes basculera de nouveau dans des phases sombres et dramatiques. Dans la plupart des firmes, l'individu devient un simple agent économique dont les tâches tendent à se simplifier au nom de la rentabilité. Le taylorisme et le fordisme ont permis la production et consommation de masse. Une micro-élite s'enrichit de façon inquiétante. Karl Marx, après tant d'autres, avait tiré la sonnette d'alarme avec son ouvrage Le Manifeste du Parti communiste 1848. À travers une lecture à la fois historique et idéologique de l'économie, il cherchait à donner un sens à l'histoire. Singulière époque que celle où s'affirment désormais les deux principales théories qui s'opposeront au cours du XXe siècle. Selon lui, le système capitaliste s'effondrera sur lui-même à cause d'une crise de surproduction. De 1927 à 1929, la production automobile a doublé aux États-Unis. Entre 1914 et 1929, la production mondiale a été multipliée par 2. Mais bientôt les nuages sombres s'amassent de nouveau à l'horizon. La production a explosé et les stocks s'accumulent. L'offre devient largement supérieure à la demande. Les entreprises ne parviennent plus à vendre, les banques attendent désespérément un retour sur investissement. Le paroxysme de la crise est atteint avec le terrible crash boursier lors du Jeudi noir, le 24 octobre 1929.
Les faillites se succèdent, entraînant fermeture et licenciements massifs. Cette situation ouvre la voie dans la première partie du XXe siècle aux deux plus terribles tragédies mondiales. Elles étaient devenues inévitables. Le matérialisme avait réuni en ses mains l'ensemble de la puissance disponible. Avec un cynisme jusqu'alors inégalé, il avait commencé à travestir l'idée que l'homme pouvait se faire de lui-même. Il allait favoriser, parmi d'autres facteurs, l'accès au pouvoir de véritables monstres dans des pays qui avaient pourtant contribué à notre montée en civilisation. Dès la fin de cette terrible époque, deux blocs se feront face, emportant d'autres pays dans un redoutable affrontement sur fond de lutte pour l'armement. La France arrive à trouver une position intermédiaire. Elle a su poser, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un acte essentiel avec la quasi-totalité des forces politiques en présence, le Conseil national de la résistance. Ce dernier trouve des réponses décisives à des départs restés vains, faute de volonté et de cohésion politique. Cet événement marque de manière indélébile un soudain retour de la flamme de l'espoir. Malgré bien des vicissitudes, ce grand moment d'unité nationale débouche sur un modèle alliant, social et libéral. L'ensemble du bloc de l'Ouest réussit progressivement à mettre sur pied une démocratie autour des différentes sensibilités politiques. Loin d'être parfaite, ces années voient s'épanouir un véritable débat d'idées entre la gauche et la droite. Les individus sont redevenus citoyens, ils participent passionnément à la vie politique ainsi qu'à ses scrutins. Le modèle se renforce de jour en jour. Le général de Gaulle replace la France dans le concert des nations. Les pays les plus touchés se sont reconstruits. D'autres pays européens en finissent avec les dictatures. À la mise en commun du charbon et de l'acier a succédé l'Europe des six. La construction européenne devient un grand dessein. Différentes théories entrent alors dans un débat passionné mais jamais tranché par les peuples. Les uns mettent en avant l'idée d'une Europe des nations, les autres celle d'une confédération puis d'une fédération. Chers compatriotes, tous les rêves étaient alors possibles. C'était l'époque des 30 glorieuses. La croissance redémarrait, le progrès donnait le sentiment d'un nouvel avenir pour l'homme. Les États reprenaient la main. Un équilibre s'était reconstruit autour de ce qui relève du domaine public, social et libéral. Certes, ce n'était pas parfait, mais l'homme de cette époque que j'ai côtoyé a eu le sentiment d'appartenir à un modèle qui s'apprêtait, sans le savoir, à redevenir système. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors merci Gilles pour tes commentaires. Loïc Prudhomme, député insoumis, matraqué durant l'acte 16 des Gilets jaunes le 2 mars, il faut aussi le rappeler, alors qu'il quittait une manifestation des Gilets jaunes à Bordeaux. Merci de ce rappel Gilles, c'est très important de se souvenir et de faire vivre cette histoire des Gilets jaunes. Alors demain, qu'est-ce qu'on va aborder avec Jean Lassalle ? Eh bien, persévérare diabolicum, perseverare diabolicum, et là c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que nos trois dernières présidences sont une véritable calamité, avec effectivement une apogée avec cette dernière. Donc perseverare diabolicum, on verra le crépuscule, un des mots du titre du livre, et puis on abordera après deux citations retour aux fondamentaux. Ça sera pour le livre de Jean Lassalle. Je ne reviens pas sur les deux autres. Je vous ai déjà parlé de notre programme de demain. Notre trio de choc est là. Et je crois que ces trois livres amènent chacun leur part d'informations à ce à quoi nous avons besoin les uns et les autres de réfléchir, et surtout car je ne doute pas que vous soyez déjà engagés dans vos combats respectifs, surtout aidons les autres à réfléchir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, que ce soit pour la totalité de l'émission ou de nous avoir rejoints en cours de route, ou peu importe, de nous avoir fait un signe de fraternité et d'amitié. Nous y sommes sensibles. C'est le salaire évidemment du lanceur d'alerte lorsqu'on ne souhaite pas, comme c'est notre cas, monétiser notre chaîne ni en tirer un quelconque
quelques profits de façon à ne pas se retrouver à notre tour, même si c'est dans des formes mineures, dans des conflits d'intérêts. Voilà, merci à vous en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Souvenez-vous, force et honneur à toutes et à tous, on lâche rien et à bientôt. Merci Dominique, merci Aline, merci à Gilles et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.